Camarades, le podcast. Premier podcast avec des débats et des discussions entre camarades de toute la gauche. La camaraderie nous invite à discuter, à parler ensemble, dans la franchise et dans le respect. Bonne écoute. Camarades, épisode 5 diffusé le mardi 12 septembre et j'ai le plaisir d'avoir avec moi aujourd'hui Ahmed et Viviane pour parler écologie. Il y a plein de choses dont on va parler, j'espère, pendant cette heure de discussion et de débat. Alors pour vous présenter, Viviane, élue municipale d'opposition à Narbonne et engagée dans un institut éco-citoyen dans l'Aude. Bonjour Viviane. Oui, bonjour. Et Ahmed, animateur fédéral des jeunes socialistes du Doubs, département 25, dans l'Est de la France. Bonjour Ahmed. Salut Baptiste, salut Viviane. Merci d'être là pour parler de ce sujet très très important de l'écologie. Alors un troisième camarade était prévu, j'espère qu'on va arriver à trouver quelqu'un en secours. C'est ça aussi les aléas d'enregistrer des épisodes du podcast Camarades. Alors pour commencer, on va rentrer directement dans le vif du sujet et je vais vous distribuer la parole à tour de rôle. Je sais que il y a eu beaucoup d'indignation à gauche sur la non-présence de l'écologie dans ce rendez-vous de rentrée politique qu'a organisé le président de la République. Et le journal Le Monde a titré que le climat était le grand absent de cette rentrée politique. Éclipsée notamment par les émeutes fin juin, la planification écologique n'a quasiment pas été abordée lors des rencontres de Saint-Denis entre le chef de l'État et les oppositions. Qu'est-ce que vous évoque cette prise de position du président de la République ? Oui, alors pour moi, je pense que le climat, malheureusement, il est le grand, hormis même ce rendez-vous, il est le grand oublié de l'été et de la rentrée. C'est-à-dire qu'on a vécu quand même des problématiques, on a vécu des incendies importants, des canicules à répétition tardives, on manque d'eau, on a vécu des épisodes de sécheresse pour la deuxième voire troisième année consécutive et pourtant à l'agenda des politiques, encore une fois, on n'en parle pas. Donc moi j'ai l'impression que c'est quand même quelque chose de récurrent. Je pense qu'on n'en parle pas parce qu'on refuse de parler des questions qui fâchent et à chaque fois on détourne l'attention sur des sujets qui n'ont absolument rien à voir avec les urgences qu'on devrait en fait traiter aujourd'hui. Ahmed ? Pour moi, honnêtement, je me pose la question, quand est-ce que le gouvernement a parlé, a voulu agir au nom du climat, enfin pour avoir une terre plus saine, et la réponse pour moi c'est jamais. Et du coup, quand on regarde ce qui se passe, comme Viviane vient de le dire, notamment par exemple à Mayotte où on n'a pas d'eau, on n'a pas d'eau 2 jours sur 3, et quand on l'a, elle est impropre à la consommation. Je pense que c'est une grosse erreur du camp présidentiel, mais que c'est une habitude qu'il faut vite, mais vraiment urgemment, sortir de sa tête, en fait, tout simplement. Comment on peut expliquer ce paradoxe qu'il peut y avoir entre le besoin et la nécessité des jeunes générations ou des parents d'être rassurés pour l'avenir et des décideurs politiques au niveau national qui ne prennent pas la mesure des enjeux actuels ? Je pense qu'il y a un défaut culturel de base. Je pense qu'il y a une mécompréhension du message écologique de façon générale. J'ai discuté assez récemment avec des politiques plutôt nationaux, âgés, en fait, qui m'expliquaient qu'ils avaient été beaucoup influencés par quelqu'un dont peut-être tu te souviendras pas, mais qui s'appelait Claude Allègre, qui était ministre français et grand climato-sceptique. Et c'est vrai qu'il a commencé, enfin, il a convaincu une grande partie de la classe politique qui avait elle-même pas une connaissance, je pense, aiguë en fait au niveau de la science, et les a convaincus que finalement ce discours sur le changement climatique, c'était quelque chose qu'on pouvait remettre en cause, qu'il n'y avait pas forcément de consensus, qu'il y avait un débat. Donc ça, c'est le premier aspect. Je pense que chez les politiques qui ont historiquement pas des formations scientifiques, il y a réellement une difficulté à comprendre la réalité et les messages et les documents émis par le GIEC, donc le groupe d'experts justement sur le climat. Et l'autre aspect, c'est, je pense qu'il y a des lobbies extrêmement puissants qui sont à l'œuvre, et dans le gouvernement actuel, on est réellement sur des politiciens qui répondent à ces lobbies-là. Et ces lobbies, ils n'ont pas aujourd'hui intérêt à voir
finalement l'économie évoluer et s'adapter en fait aux besoins voilà du changement climatique. Et je pense que c'est ces deux aspects qui sont importants et qui expliquent que depuis toujours en fait ce gouvernement échoue à prendre la mesure de ce qu'il faut faire pour le changement climatique. Voilà, pour moi c'est un peu et d'ailleurs c'est pour ça qu'il a été condamné non pas une fois mais deux fois en fait pour inaction climatique par les associations, notamment Notre Affaire à tous. On en parlera très certainement tout à l'heure quand on parlera d'écologie positive, d'écologie punitive, de mode d'action souhaité et souhaitable, et on reviendra sur le soulèvement de la terre et l'envie, on va le dire comme ça, du gouvernement d'étouffer ou de faire éteindre cette association. Mais pour rester quelques instants encore sur cette revue de presse, et ça fait une parfaite transition, ce que tu disais Viviane, avec un autre sujet d'actualité, c'est Jean Jouzel, climatologue, qui s'est rendu à l'université d'été du MEDEF et qui a dit qu'il en avait marre de voir les décideurs, et notamment je crois que c'était le patron de Total, il en avait marre d'être face à des industriels et des grands groupes, des puissances économiques énormes qui étaient sur on va dire un positionnement très climato-sceptique. Ahmed, toi qui es jeune et qui est représentant aussi d'une certaine façon la jeunesse socialiste dans ton département, ça t'indigne, ça t'inquiète pour l'avenir? Écoute, moi ce matin j'ai lu Jean Jouzel et ce que j'ai lu, et c'était un titre de France Inter, je crois, ou France Culture, hein, qui écrivait dans son article que Jean Jouzel disait que c'était la faute du capitalisme. C'est un système, c'est une globalité, c'est une manière de produire, de consommer, de jeter les produits qu'on a consommés juste avant, qui fait que aujourd'hui on est dans une situation de réchauffement climatique. Et évidemment, ça m'indigne. Évidemment, je suis pour qu'il y ait une bifurcation écologique. Et d'ailleurs, le terme de bifurcation écologique, c'est forcément passer d'un système A, l'actuel, à un système B, à un autre, à celui qui est plus résilient, à celui qui est pas seulement un petit peu plus vert ou un petit peu plus rose, mais à un système global, écologique et démocratique qui permet de sortir de cette situation-là, de réchauffement climatique. Moi, j'aimerais peut-être ajouter parce que je pense qu'il y a donc moi historiquement j'ai été très longtemps journaliste scientifique en fait pour la presse nationale et je suis passée dans le militantisme justement parce que à force de lire des rapports sur le climat, à force de voir en France ou à l'étranger des évolutions et l'absence de prise de conscience des politiques, voilà, moi ça m'a amené à faire du militantisme. Et je trouve que cette année particulièrement, il y a une montée extrêmement importante des climato-sceptiques et pour des gens qui comme moi, mais comme plein d'autres en fait, qui viennent plutôt de ce côté scientifique et d'essayer de parler avec la raison à des gens qui sont des décideurs en disant voilà les chiffres c'est ça. En fait c'est pas un discours de militant, même si on peut discuter sur la façon de réagir à ces problématiques, mais il y a quelque chose de fondamental initial qui est le fait. C'est-à-dire il y a 100% des scientifiques qui sont experts du climat qui annoncent quand même des scénarios qui sont extrêmement alarmants et un réchauffement, on va dire plutôt un dérèglement climatique extrêmement important à l'échelle planétaire. Et on a quelques années pour essayer effectivement de bifurquer et de changer ce raisonnement. Et moi, ce que j'ai observé quand même cet été, c'est que je réentendais des discours qui n'avaient plus vraiment lieu d'être, y compris dans des milieux de gauche ou en fait plutôt sur les personnes âgées en fait qui regardent j'imagine beaucoup la télévision et qui ont eu réellement des débats et des discours climato-sceptiques qui étaient extrêmement forts en disant mais en fait ça sert à rien que la France s'adapte parce que finalement la Chine elle pollue beaucoup plus, le changement climatique mais peut-être c'est pas vraiment lié à l'activité humaine, alors que en fait d'un point de vue scientifique on est sur des certitudes sur ces informations-là. Et là il y a vraiment un travail qui est fait notamment je pense sur les personnes les plus âgées en fait qui est en train de diffuser et qui en fait sape toute possibilité d'évolution et en fait fait croire aux électeurs et aux citoyens en fait que finalement on va s'adapter, finalement on va trouver des solutions technologiques, on n'a pas besoin réellement de changer de comportement. Et c'est des choses en fait qui sont graves et je pense que c'est aussi pour ça que les climatologues cette année particulièrement, en fait, il y en a beaucoup aussi qui ont quitté les réseaux sociaux, qui ont arrêté
en fait de sonner et encore l'alerte. Pourquoi? Parce qu'ils sont fatigués de le faire et qu'aujourd'hui particulièrement les attaques envers les écologues, les climatologues et les écologistes, en fait, ils s'accentuent et ça devient extrêmement compliqué juste de parler de faits et d'essayer d'avoir des débats raisonnables parce que il y a un travail de sape en amont qui est énorme. Mais même si je peux me permettre, Vas-y, on vas-y. a une ambiance générale qui favorise le climato-scepticisme. Et Mm, typiquement, moi, je pense aux médias comme aux gros médias, CNews, BFM TV, qui mm, passent en boucle en fait la parole climato-sceptique. Mais ça s'arrête pas aux ouais, médias, c'est aussi la classe politique. Enfin, Les médias de dernièrement, droite, hein, du coup. on avait quand même Nicolas Sarkozy qui qui faisait un lien ambigu entre population qui grandit et réchauffement climatique. Enfin, pour lui, plus il y a de mm, monde sur Terre, plus le réchauffement climatique s'accentue. Et ça a été démontré par des scientifiques que c'est totalement faux. mm. Et moi, je pense sincèrement que l'ambiance générale, politico-médiatique, favorise ce climato-scepticisme et ce qui rend en fait la lutte encore plus difficile pour nous militants. Mm. C'est très clair, moi je partage complètement ce que tu viens de dire. Ouais. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une fronde d'une partie de la droite, si ce n'est toute la droite, pour essayer de décrédibiliser? On voit que le GIEC, dès qu'un rapport est sorti, une prise de parole, un représentant s'exprime, il y a quand même beaucoup de responsables politiques de droite qui quand même leur tombent dessus. Est-ce que le GIEC est pas devenu un catalyseur comme ça de haine contre une pensée qui dérange? Non, bah, le problème c'est que c'est pas une pensée qui dérange, c'est une réalité. C'est-à-dire que c'est là où en fait il y a et ça c'est vrai que c'est complètement libéré sur les médias et effectivement des chaînes de Bolloré en particulier où on a vraiment en fait une mise en doute de choses qui sont de l'ordre de la science et finalement une pensée, enfin la pensée d'un lobbyiste de Total équivaut à la pensée de 900 scientifiques qui sont tous d'accord et qui sont discutés pendant des années pour pouvoir se mettre d'accord sur une réalité qu'aujourd'hui on a à gérer. Moi, je pense que en fait, ce qui est vrai, c'est que le système aujourd'hui tel qu'il est enclenché, c'est-à-dire de faire croire qu'on peut grandir à l'infini dans un monde où les ressources sont finies, ça c'est une utopie. En fait, c'est une utopie qui est complètement portée par la droite. Et je pense que quand il y a ce retour effectivement en arrière, c'est enfin ce message qui est porté très fortement par la droite c'est parce que ça remet en cause leur fondement de croissance à l'infini. Il va falloir produire, il va falloir enfin produire toujours plus, essayer voilà de faire toujours plus d'argent. C'est quelque chose en fait qui tient pas dans la réalité. En fait, aujourd'hui, on est on est sur une planète avec des ressources finies. Donc non, on pourra pas à l'infini puiser du pétrole pour pouvoir à l'infini produire de l'électricité et consommer et produire à l'infini. Et ça, c'est quand même toute la pensée bah voilà, de droite qui est quand même mise à mal. Donc je pense que cette réponse-là, elle est effectivement liée à ça. Oui, il Oui, y et a quand même puis, peut-être un oh, lien. pardon Vas-y, Mathilde, vas-y, vas-y. Ahmed. Je pensais juste que, en fait, et je reviens sur l'ambiance politico-médiatique, elle est pas en faveur d'une lutte pour une meilleure terre, enfin pour une terre habitable, et elle n'est pas non plus en faveur des militants écologistes, et même des Mm. militants de gauche de manière générale. Et typiquement, c'était Darmanin qui nous taxait d'éco-terroristes. Enfin, ça a un sens. Et nous mettre au même niveau que ceux qui ont tué au Bataclan, alors que enfin, c'est tout Comment tu simplement l'as horrible, en vécu, fait. toi? Comment tu l'as ressenti, ça? Ah, mais c'était une insulte. C'était vraiment une insulte. Et à chaque prise de parole qui va contre le mouvement climat, je me dis, pourquoi j'ai fait barrage à l'extrême droite si au final c'est les mêmes paroles et les mêmes discours que l'extrême droite? Mm. Et sincèrement, je suis déçu et je suis en colère. Et ça me donne encore plus envie de me révolter, encore plus envie de changer les choses. Parlant de ton engagement, Ouais. tu défends, tu vas me dire si j'ai tort ou si j'ai raison, Ahmed, l'écosocialisme, est-ce que tu peux nous en parler? Bon, alors, l'écosocialisme, c'est un courant de pensée qui est interne au socialisme et qui défend
vous savez le discours qu'on a eu pendant la réforme des retraites, retraite, climat, même combat. Et en fait, c'est tout simplement le main dans la main les luttes écolo et les luttes sociales pour un idéal commun qui est en fait le socialisme, si je devais le résumer tout simplement. Il y a beaucoup d'auteurs qui ont écrit là-dessus et je vous conseille la lecture de Michael Levy, par exemple, qui a écrit un livre sur qu'est-ce que l'écosocialisme. Et du coup, c'est une notion philosophique qui arrive petit à petit en France et, euh, et qui, je l'espère, prendra toute sa place dans l'atmosphère de gauche. On aura l'occasion très certainement d'en reparler tout au long de cet épisode. Viviane, est-ce que tu sens que toute la gauche est sensible et sensibilisée à la question écologique ou il y a encore du chemin à faire? Il y a encore beaucoup de chemin à faire, hein, en fait. Moi, je suis contente d'entendre parler d'écolo-socialisme ou écosocialisme. Enfin, ce partenariat, on va dire lutte sociale et écologie, en fait, c'est quelque chose qui est aussi très présent en fait dans le mouvement écologiste. Et peut-être juste pour rebondir sur le point juste avant sur écolo-terroriste, c'est vrai que les ayatollahs, les écolo-terroristes, c'est des choses qui sont extrêmement fortes. Et depuis un an, en fait, que quels que soient les mouvements, on va dire en marche ou la droite, en fait, quand ils parlent des écologistes, et là, je vais mettre aussi les écolo-socialistes dedans, ce grand mouvement qui essaye justement de réorienter la société vers des luttes sociales et climatiques. En fait, de façon récurrente, on nous met dans la même case que le RN. C'est-à-dire que c'est les extrêmes, c'est les écolos et le RN. Et ça, c'est des petites musiques qui rentrent. Les extrêmes, on en parlera avec les soulèvements de la terre. C'est les écolos, ils sont sont dangereux. Il faut les arrêter. Il faut arrêter leur mouvement. Donc ça, c'est quelque chose effectivement qui est problématique et qui facilite pas la discussion par rapport à ça. Et du coup, j'ai oublié ta deuxième question. Je suis pas très sérieuse. C'est pas grave. C'est par rapport à la gauche. Est-ce que la gauche est sensible et sensibilisée totalement ou est-ce qu'il y a du chemin à faire? Non, alors. Moi, je pense que chez les jeunes militants de gauche, c'est des choses qui commencent à venir. Pour moi, en fait, si je suis écologiste et pas socialiste, c'est parce que je pense qu'il faut repenser toute cette pensée initialement de gauche autour d'une colonne vertébrale liée à l'écologie, parce qu'il faut repartir de la réalité. On vit dans un monde fini. Comment est-ce qu'on construit une société dont les ressources dans un monde où les ressources sont finies. Et en fait, quand on prend les choses par ce biais-là, il y a plein de choses justement qui sont de l'ordre du social, qui se dessinent très facilement. Et on parle beaucoup plus facilement d'émancipation. On parle beaucoup plus facilement de qu'est-ce qu'on peut faire en tant qu'individu dans une société. Donc moi, pour moi, c'est important en fait de changer un petit peu de paradigme, d'essayer de reposer un peu tous les fondements de ces idées de solidarité sociale et d'émancipation dans un contexte de l'écologie politique. Donc, pour moi, ça me paraît plus clair que d'essayer de créer un mouvement au sein d'une structure qui a effectivement qui a apporté des choses, qui s'appelle le socialisme, mais qui, pour moi, en fait, aura du mal à bouger, tout simplement parce que l'élite socialiste, en tout cas une partie des élus socialistes, sont pas encore dans ce mouvement-là, et que on va dire, le changement de direction, il sera pas facile à opérer. Et quand on voit notamment sur la présidentielle, en fait, les difficultés qu'il y a eu, notamment chez les communistes, qui sont quand même encore dans une idée, par exemple, de productivisme, de pro-nucléaire. Alors, nucléaire, je sais pas si on en parlera, mais c'est des choses, en fait, qu'il faudrait qu'on soit en mesure de discuter, parce que c'est des choses qui sont importantes quand on veut avoir une vision, globale au niveau de l'écologie. Et en fait, c'est des choses, en fait, qui ne diffusent pas encore et sur lesquelles il y a réellement des difficultés de discussion. Sur l'agriculture, sur la façon dont il faut réorienter les priorités. En fait, il y a plein de choses où, j'ai envie de dire, les mouvements de gauche, de façon générale, en fait, sont encore, gèrent ces informations de façon assez disparate, j'ai envie de dire. Ça veut pas dire que ça évolue pas. Ça évolue, clairement, et grâce aux jeunes. Mais je trouve que ça reste toujours le truc qu'on va mettre en second plan. Les espaces verts, quoi. C'est typiquement l'élu écolo, ça reste, on va lui donner les espaces verts et puis on va discuter un peu transition écologique, mais ça va pas devenir le cœur finalement de la bifurcation. Et ça devrait l'être. Et c'est ça en fait qu'il faudrait réussir à mettre en œuvre de façon générale sur les mouvements de gauche.
On en parlera très certainement tout à l'heure avec comment agir pour l'écologie dans les quartiers, au niveau local, au niveau national et au niveau européen. Ça sera la dernière partie de cet épisode. Ahmed, j'aimerais bien t'entendre et que tu nous dises quel est ton ressenti par rapport à ce que disait Viviane. Est-ce que il y a eu un choc, une lutte des générations dans les mentalités et les façons d'aborder l'écologie? Toi, en tant que jeune, est-ce que tu le ressens comme ça? Tu me poses cette question à l'intérieur du Parti socialiste ou de manière générale dans toute la société? C'est la même situation ou c'est deux situations différentes? Moi, je pense qu'au Parti socialiste, il y a un réel changement. Il y a une prise de conscience entre le quinquennat Hollande et aujourd'hui sur la nécessité d'engager des politiques publiques ou de changer les choses en faveur d'une écologie un petit peu plus populaire, d'une écologie qui favorise le plus grand nombre et qui va pas à l'encontre de l'égalité ou de la liberté de tous. Et sinon, de manière générale, c'était le débat qu'on a eu au tout début. Je pense que le parti politique va pas à la même vitesse que la société de manière générale et qu'il y a encore beaucoup à faire, beaucoup de travail de conscientisation, beaucoup de travail de politisation. Et ça c'est peut-être le travail de l'élu, du militant aussi, des activistes. Mais à mon avis, le peuple trouvera un débouché politique intellectuel qui exprimera l'écologie politique de manière générale. Et peut-être que le travail sera long, peut-être qu'on commence en fait tout juste, mais ça aboutira. Et j'en suis persuadé pour le coup. Je te laisse la parole encore quelques instants, Ahmed, avant de passer à une autre partie. On va parler des soulèvements de la terre et de l'association, notamment, et des modes d'action. Mais pour rester sur ce que tu dis, est-ce que, en tant que jeune socialiste, représentant des jeunes, est-ce que l'écologie, c'est un sujet qui revient de façon régulière, récurrente dans vos discussions entre vous, jeunes, socialistes ou pas d'ailleurs, hein? Mais absolument, absolument. Et d'ailleurs, j'ai des camarades militants qui deviennent socialistes ou qui rencontrent pour la première fois des socialistes après des marches pour le climat ou après des manifestations en soutien des soulèvements de la terre, comme il y en a eu dernièrement à Besançon où j'y étais, où là-bas on a rencontré des jeunes qui ne savaient même pas ce que c'était que le Parti socialiste ou peu importe quel parti de gauche, et encore moins du coup les jeunes socialistes. Et quand ils découvrent que les philosophies politiques se rejoignent, se regroupent, et qu'au final on peut avoir des discussions communes, et ben là il y a une rencontre qui se fait, et c'est super intéressant tout ça. Est-ce que ça radicalise la pensée aussi de voir qu'il n'y a pas assez de chemin qui est fait? On l'a vu notamment avec la convention pour le climat d'Emmanuel Macron, où ça n'a pas été suivi véritablement. Ça vous indigne? Ça vous donne envie de passer à l'étape supérieure et d'être un peu plus dans le combat, dans la lutte, voire dans la désobéissance civique? La radicalité, c'est une question de point de vue, hein. Il peut avoir, on peut retrouver des actions des jeunes socialistes du Doubs qui semblent plus radicales pour certains et pas assez pour d'autres, hein. Mais c'est vrai que quand je regarde mes camarades autour de moi, puis même ceux d'autres départements, il y a je sais pas, un effet, peut-être même avec la réforme des retraites ou les dernières réformes sous le dernier quinquennat Macron, où on se sent plus à l'aise en fait de faire de la politique comme avant, de manière calme, en attendant. Et en fait, cette attente, il devient long, il devient vraiment long, et on voit pas les choses changer. Alors du coup, on peut se dire ouais, mais si en fait, regarde, il y a les pailles, il y a moins de pailles qu'avant, au McDo, c'est plus des gobelets, c'est des verres, mais en fait, c'est pas ça qu'on attend. Nous, on attend une réelle bifurcation écologique. Et pour ça, dans nos actions, évidemment que les questions de radicalité, elles reviennent. Après, c'est une question de méthode. Et moi, je pense que, sincèrement, quand un parti de gauche arrivera au pouvoir, il faut qu'il puisse mener des réformes révolutionnaires. Et, euh, et c'est tout la promesse du socialisme démocratique que j'oublie pas, que je mets pas de côté en prêchant pour l'écosocialisme. Mais il faut être révolutionnaire dans nos réformes, et c'est ça l'objectif. Viviane, est-ce qu'il faut la révolution? Quelle... Faut pas la révolution, mais faut. Moi, je pense qu'il y a, ça fait des années maintenant que des jeunes et des moins jeunes, en fait, avertissent
sur les effets voilà de la politique telle qu'elle est menée aujourd'hui, de notre économie, parce que enfin on parlait d'écologie punitive tout à l'heure. Pour moi, c'est pas l'écologie qui est punitive, c'est clairement l'économie qui l'est. Et je pense que en fait, on a très peu de temps pour agir avant l'effet de bascule. Donc, je pense que jusqu'à maintenant, il y a eu des mouvements très pacifistes, parce que dans les mouvements écologistes, ça a toujours été bah, la façon de faire, d'essayer de le faire de façon pacifiste. Le problème, c'est que la réponse, elle est de plus en plus violente. Et je pense que ces mouvements-là vont évoluer. Alors peut-être pas vers des formes de violence, mais moi, c'est intéressant. Moi, j'entends Ahmed. Je saurais pas que c'est un jeune socialiste. Il pourrait être chez les écolos, il pourrait être dans pas mal de partis de gauche. Moi, je pense qu'il y a aussi un questionnement qu'on doit avoir, c'est qu'aujourd'hui, on prêche chacun pour un changement, chacun dans notre groupe, dans notre ligne politique, mais en fait, il y a sans doute des choses à réinventer qui sont beaucoup plus, en fait, qui pourraient être beaucoup plus puissantes, en essayant de mettre de côté, bah voilà, moi je fais partie de telle chapelle et moi j'ai recruté et moi j'avance avec un concept, parce que ce que Ahmed appelle l'éco-socialisme, en fait, c'est pour moi c'est de l'écologie politique, et pourtant on va cheminer en parallèle. Et à côté, il y a aussi tous les mouvements citoyens qui cheminent en parallèle. Et ce qui est important, et je pense que, en fait, c'est pas tant la révolution que d'essayer de trouver un chemin vers une unification, quelque chose qui permettrait, en fait, d'avoir beaucoup plus de puissance et qui permettrait, en fait, de pouvoir résister réellement et formellement aux politiques qui sont aujourd'hui mises en place par le gouvernement et les gouvernements de façon générale. Parce que s'il y a une chose qui est réelle, c'est que on brille tous actuellement par notre inefficacité, par le côté complètement inaudible. On est incapable, en fait, de prendre la main au niveau médiatique, incapable donc de faire de répondre en termes de force sur le message qu'on doit passer. Et en fait, du coup, on n'a pas l'adhésion des électeurs, et tant qu'on n'aura pas l'adhésion des électeurs, on ne pourra pas réorienter les politiques actuelles. Et là, moi, je pense que globalement, il y a plein de choses qui vont émerger. Il va falloir réussir à trouver le moyen de faire travailler ensemble toutes ces personnes pour pouvoir réussir à créer un mouvement réellement populaire et réellement puissant. Voilà. Pour pouvoir changer de braquet. Parce que je le rappelle, il nous reste pas beaucoup de temps, en fait, et que le changement climatique, c'est un système à bascule, et qu'à partir du moment où on laissera faire encore quelques années comme ça, on n'arrivera pas à revenir en arrière, malheureusement. Et ça, c'est le problème de tout le temps appeler les choses par transition. On met pas sur le devant de la scène l'urgence. C'est ce que tu dis. Alors que l'urgence, elle est réellement très très forte. Et je pense que, enfin, j'imagine vous avez parcouru le dernier rapport du GIEC. Même enfin moi je les ai tous lus depuis le début. Et en fait, les scénarios les plus pessimistes du début du GIEC qui ont été explosés et sont explosés actuellement, mais dans une mesure qui n'avait pas été imaginée et anticipée. Donc je pense que il y a un moment, il va falloir être sérieux et réagir, parce que enfin, ça fait toujours un peu catastrophique, mais en fait, quand on lit les rapports du GIEC et qu'on les connaît, je pense qu'il va falloir réellement faire quelque chose d'extrêmement fort pour pouvoir réussir à obtenir cette bifurcation, qui ne viendra pas simplement en retournant des portraits de Macron ou en faisant des marches pacifistes pour empêcher la construction d'une autoroute ou de bassines. Moi, j'y étais, moi je le fais, mais je pense que c'est pas suffisant, et il faut qu'on ait le courage, à gauche de façon générale et dans les mouvements écologistes, d'essayer de se poser la question de comment est-ce qu'on peut être beaucoup plus fort qu'on ne l'est aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, objectivement, ça ne marche pas. Quel mode d'action souhaitable est souhaité à ton avis, Ahmed, où se situe la limite? Désobéissance civique, oui. Bloquer les autoroutes, oui. Perturber des événements, oui. Comment tu ressens les choses? Alors du coup, moi je pourrais pas te dire quelle action est la meilleure pour conscientiser les masses. Vraiment, je peux pas le dire, parce que s'il y en avait une qui était meilleure que l'autre, ben je dirais avec les jeunes Ça se socialistes, saurait. mais on fait ça. Allons-y, et puis on fait que ça. Mais du coup, non, c'est plus compliqué que ça. Et même pour préciser, les actions, elles sont réfléchies à l'avance. Elles sont pas, c'est pas le matin on se réveille, allez venez, on va bloquer l'autoroute. Ou bien c'est pas le matin on se réveille, venez, on va jeter de la peinture sur sur une vitre qui protège un tableau de Van Gogh. Et c'est pour ça que moi je pense que
les modes d'action doivent être le plus large possible. Évidemment, elle doit pas tuer des gens, elle doit pas être extrêmement violente, mais par contre, elles peuvent être violentes dans le sens de l'action coup de poing, par exemple, et non violentes comme quelque chose qui serait plus diffus dans le temps, comme par exemple, et c'était les premières actions que je faisais quand j'étais pas encore au Parti socialiste d'ailleurs, c'était on retirait les bouchons de produits dans des magasins qui étaient nocifs pour l'environnement. Et du coup, on faisait plein de magasins, puis on faisait celui qui avait le plus de bouchons, il gagnait. Et typiquement, pour moi, l'action politique, en fait, c'est la rencontre des radicalités avec les plus modérés. Et il y a que comme ça, en fait, qu'on aboutira à une conscientisation collective, à une politisation collective, qui permettra, en fait, à tout le monde de prendre en main l'écologie politique et essayer de faire changer les choses. Je dis beaucoup changer les choses, mais vraiment c'est l'objectif parce que la situation actuelle n'est pas bonne et il faut forcément passer d'une situation A à une situation B. Viviane? Oui, non, je suis d'accord. Moi aussi, je fais partie de ceux qui ont débouché des bouteilles et fait plein d'autres choses. Mais ce que moi, je vois la limite en fait aussi de toutes ces actions-là, c'est-à-dire que sur les bassines, par exemple, sur Sainte-Soline, où il y a eu quand même un mouvement très pacifiste, et puis en face des milliers de policiers qui ont été envoyés pour aller, qui sont rentrés dans les manifestants. En fait, la façon dont les gens ont raconté ça derrière, ont parlé, sont empruntés, ont utilisé l'information, ça a pas franchement fait bouger, ni les politiques sur les bassines, ni l'opinion publique sur la question des bassines. Donc moi, je m'interroge en fait beaucoup sur, et j'ai passé mon été en fait, à vrai dire, à m'interroger sur la façon dont on pouvait effectivement devenir audible. Alors, faire rencontrer les radicalités et la gouvernance, oui, c'est l'objectif. La question aujourd'hui qui devrait nous tarauder, c'est comment est-ce qu'on arrive à emporter l'opinion majoritaire. Et en fait, aujourd'hui, la réalité, c'est que la plupart de nos idées, elles sont pas portées par les médias. Sur les réseaux sociaux, elles sont moins portées que des idées de droite, voire d'extrême droite, en tout cas chez les jeunes. Effectivement, il y a des soulèvements de la terre, par exemple, il y a des organisations qui arrivent à fédérer une fraction de la population, mais en fait, on a du mal à obtenir la sympathie ou l'adhésion générale. Et c'est ça qu'il faudrait réussir à faire. Et en fait, là, je crois qu'on a un verrou médiatique qu'il faut réussir à dépasser parce qu'en fait, ces actions coup de poing, elles sont transformées par les médias comme des choses qui ridiculisent ou qui rend extrêmes en fait des mouvements qui le sont pas du tout. Et je pense qu'il faut qu'on ait une réflexion, des mouvements qui le sont, si ils le sont, mais en fait c'est des mouvements qui sont légitimes. Et en fait, je pense qu'à un moment, il va falloir peut-être travailler sur le fait que la légitimité, elle est chez nous, et que ce qu'on demande, c'est pas extrême, c'est pas quelque chose de dangereux, c'est quelque chose qui devrait remporter l'adhésion de tous. Mais il faut réussir à avoir une stratégie qui réussit à faire ça dans un contexte où la totalité des médias ou quasi, sont tenus par des gens et des lobbies de droite. Et je pense que là, on a une difficulté parce que oui, il faut réussir à faire ça. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, malgré les canicules qui s'enchaînent, malgré des démonstrations qui sont quand même fortes, malgré les incendies, les gens ne bougent pas. Donc je pense qu'il faut qu'on arrive à faire évoluer ce truc-là. Moi non plus, j'ai pas la solution, malheureusement. J'aimerais bien l'avoir. Et je pense qu'il faut qu'on ait une réaction, donc une réflexion plus large sur la façon dont on fait pour pouvoir parler aux gens dans un contexte où les médias ne sont pas acquis. Tu dis quand même d'une certaine façon que l'action coup de poing, elle a aussi ses limites, c'est ça, hein, c'est qu'au bout d'un moment, il faut essayer de trouver des actions efficaces. Oui, et puis, enfin, chez les écologistes, on pâtit beaucoup de ça. C'est-à-dire les tweets qui sont ridiculisés, les actions coup de poing, par exemple, les pots de peinture contre les œuvres d'art. Eh ben, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas compris ça et qui n'ont même pas compris le propos qu'il y avait derrière cette action-là. Les soulèvements de la terre ou il y a beaucoup de gens en fait l'interdiction, par exemple, de la dissolution des soulèvements de la terre, qui était quelque chose qui était quand même absolument effarant. Du coup, en fait,
fait dans l'esprit des gens, particulièrement des gens qui sont un peu éloignés de ces mouvements écolos et qui sont peut-être pas en contact non plus trop avec des jeunes. En fait, ça a causé un éloignement. Donc l'effet communication, même si sur le fond c'était pas légitime, en fait l'effet communication a joué contre nous et on a du mal. Je trouve que je me mets dans le sac. Je pense qu'il faut qu'on ait une réflexion par rapport à cette façon dont on présente ces messages dans le contexte des de cette médiatisation plutôt à droite. Et malheureusement, je trouve que c'est juste si je peux me permettre, j'ai aussi l'impression que nous militants, on fait pas le travail d'aller vers les populations qui ont le plus besoin de changement, de bifurcation écologique. Et au final, on laisse en fait l'écologie au centre-ville urbain. Et typiquement, pour moi, c'est ultra important quand je vous dis de faire converger les luttes sociales et les luttes écologiques et les luttes écolo. C'est ultra important parce que évidemment que même dans les quartiers populaires ou même dans les villages les plus profonds de France où j'habite par exemple, il faut il faut que tout le monde puisse prendre en main l'action écolo et de l'intelligence il y en a. Et c'est un problème en fait qu'aujourd'hui, quand on regarde à chaque élection, plus on se rapproche des centres-villes, plus le vote écolo est grand. Et ça veut dire que notre discours ne perce pas dans les quartiers populaires, dans les banlieues, mais aussi dans les campagnes. Peut-être parce que aussi on a peut-être une flemme militante, je sais pas, ou peut-être parce que en fait la lutte écolo est dans les mains des bobos de centre-ville et qui sont plutôt blanches. Et c'est peut-être une critique que je fais de manière générale, mais à mon avis, c'est là où nous-mêmes on doit changer les choses, notre manière de faire. En fait, c'est marrant parce que moi, je suis d'accord avec une partie de ton analyse, mais en fait, chez les écolos, il y a pas du tout que des bobos, et loin de là. Et c'est une image en fait qui a été, même si ce vote effectivement centre-ville existe, en fait, c'est une image qu'on colporte y compris à gauche, c'est-à-dire c'est comme l'écologie punitive. J'ai regardé l'historique de l'écologie punitive. Ce terme-là est né en 2007 et c'était un candidat, le candidat de Nature, Chasse, Pêche et Tradition qui avait parlé de ça. Ça a été repris par la droite et maintenant on fait ce discours nôtre et en fait c'est quelque chose dont il faut se méfier parce qu'en fait avec les mots c'est la pensée qui arrive et l'écologie je vais revenir sur les quartiers mais et sur la campagne mais l'écologie punitive il y a quelque chose quand même d'étonnant, c'est-à-dire que aujourd'hui ce qui est punitif c'est par exemple cet été on peut plus sortir de chez nous à cause de la température, ça c'est punitif. C'est pas l'écologie qui est punitive. Moi j'ai des enfants, quand je leur dis arrête de manger des bonbons, tu vas avoir mal au ventre, je fais pas une éducation punitive. Et pourtant, en fait, et c'est cette notion-là qu'il va falloir commencer à raconter quand même, parce qu'aujourd'hui on utilise beaucoup la narration des autres pour pouvoir essayer de se défendre. On est en position de défense. Je pense qu'à l'inverse, il faut expliquer qu'on est dans notre bon droit et que voilà, oui, dans les quartiers populaires, en fait, les habitants ils sont plus écolos. Ils sont écolos en fait, ils le savent pas mais ils le sont dans leur mode de vie, la plupart ils sont écolos. Sauf que en fait effectivement, ils se reconnaissent pas dans le discours et je pense qu'il faut aller moi je fais des tables des réunions dans lesquelles on va discuter effectivement et c'est moi qui écoute la façon dont ils parlent de l'écologie et c'est pas moi qui ai l'idée, c'était une jeune écologiste qui avait proposé ça dans un bouquin et qui venait des quartiers et c'est effectivement super important mais ce que j'entends surtout c'est que dans les quartiers populaires, ils croient plus aux politiques, encore moins aux politiques de gauche. Et ça, c'est quelque chose qu'il va falloir aussi qu'on regarde. C'est-à-dire qu'il y a eu, beaucoup de déceptions. À gauche, on est énormément fracturé, donc on fait énormément de promesses et toujours les mêmes promesses. La réalité, c'est que les gens vont plus voter. Donc il y a cette idée effectivement de faire passer et de faire comprendre que l'écologie en fait on est tous écolos et que être écolo c'est pas justement pas être un bobo de centre urbain, mais je pense qu'il faut aussi abandonner cette idée un peu clientéliste il faut aller parler à tel public et à tel public. Je pense que tant qu'on fonctionnera comme ça, on va rater notre objectif parce qu'on va finalement pas prendre les gens pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire des citoyens qui ont des choses à dire, mais comme tout le monde, il faudrait réussir à être un peu moins, je pense, sectoriel et dans bizarrement dans la façon dont on parle aux gens. Et sur le côté rural,
Enfin là, moi, je pense qu'effectivement, il y a aussi une grande montée des pensées d'extrême droite qui ont beaucoup essaimé, notamment dans les lieux les plus reculés. Mais pourquoi? Parce que aussi les gens ils payent des impôts et ils ont plus de poste, ils ont pas de transport, ils ont pas de trucs. C'est la politique complète en fait qui les pousse à voter, à être finalement en colère. Donc pour moi, l'écologie c'est une réponse à ça. Mais je pense qu'effectivement on n'arrive pas à leur faire comprendre qu'en fait ils auraient intérêt à cette idée-là parce qu'on n'est peut-être pas assez crédible, parce qu'on n'utilise peut-être pas les bons mots, mais je pense qu'il faut effectivement. Mais pour autant, nous on commence à avoir des élus dans les milieux ruraux, c'est assez intéressant de voir ce qui se passe et de voir justement que les gens ils réalisent que on n'est pas effectivement comme tu disais tout à l'heure des ayatollahs coincés dans le centre-ville et qu'au contraire en fait on est en pleine capacité de défendre voilà les réalités des territoires et peut-être plus nous écolos que pas mal d'autres personnes en fait. Alors c'est très intéressant ce dont on parle et on a aussi le sentiment des fois que les luttes liées à l'écologie sont assez on va dire communautaires et sectorisées en fonction des combats qui soient menés, que ce soit dans les villes avec les transports en commun, que ce soit aussi par rapport aux animaux. Et on enregistre aujourd'hui le 10 septembre et je tenais à parler d'écologie aussi parce que c'est la semaine de la sentience, si je ne dis pas de bêtises, menée par le projet Méduse, et c'est la quinzaine de la sentience et c'est 15 jours pour parler notamment de tout ce qui est en lien avec les animaux. Et ce que tu disais, Viviane, c'est très intéressant. Par rapport au monde rural, il y a aussi beaucoup de lobbying et on le sait, hein, dans le département de l'Aude, il y a beaucoup de pensées un petit peu anciennes, donc c'est difficile de faire bouger les mentalités aussi en milieu rural, peut-être de façon plus difficile que par rapport à la ville où il y a du cosmopolisme, de brassement de population, etc., etc. Ahmet, est-ce que tu ressens ça dans le Doubs aussi? Alors moi je viens d'un territoire un peu particulier parce que à la fois c'est la campagne, à la fois c'est la ville et c'est aussi des campagnes très aisées. Parce Ah ben c'est que intéressant, c'est intéressant. c'est intéressant parce qu'en fait là, du coup moi j'habite à la frontière avec la Suisse et beaucoup de jeunes, de moins jeunes vont travailler en Suisse et du coup ils ont des ils ont des salaires ou des modes de vie qui sont largement meilleurs que ailleurs en France ou ailleurs dans la région. Et quand on compare les niveaux de revenus entre le Doubs et la Haute-Saône, par exemple, eh ben, on se rend compte qu'il y a une grosse différence. Hein. Et même quand on compare en fait le nombre d'habitants dans le Doubs et le nombre d'habitants en Haute-Saône ou dans le Jura ou ailleurs plus dans les terres, eh ben on voit que c'est pas pareil. Et du coup, si je regarde le vote écolo aussi, je crois il y a qu'une seule mairie verte, si je me trompe pas, et c'est Besançon, la capitale du département, l'ancienne capitale de la région, et enfin de l'ancienne région du coup. Et dans le Jura, on a Arbois aussi. Et du coup, Arbois aussi, ça peut être un bon contre-exemple de campagne. C'est une toute petite ville et là où on a une maire écolo, si je me trompe pas. Et du coup, pour moi, ici, il y a une conscientisation de la question écologique, parce que il y a déjà chaque année, on a la rivière qui s'assèche. Chaque année, on a des feux de forêt. Chaque année, les gens se plaignent, enfin, je fais pas une comparaison entre la météo et le climat, mais les gens commencent à se dire, mais il fait trop chaud, c'est trop bizarre, c'est pas normal. Ou il y a moins d'abeilles, c'est pas normal. Ou bien on a des hivers sans neige. Et et d'ailleurs, je suis dans un département qui vit beaucoup d'activités de ski ou de sport d'hiver, mais c'est la moyenne montagne. Et la moyenne montagne, dans 50 ans, ça n'existera plus. Et on devra faire on va devoir adapter l'économie à la réalité climatique. Et du coup, les gens ici continuent quand même de voter à droite. Et c'est peut-être que ce vote à droite, en fait, vient pas du tout parce qu'il y a un sentiment anti-écolo ou même pour l'écologie enfin bref, et du coup tout ça pour dire que il y a quand même une difficulté d'aller reconquérir, si j'ose dire, ces populations-là
parce que il y a des habitudes de vote, parce que il y a des manières de vivre qui déconnectent en fait la conscience écolo avec la conscience politique. Et je pense que ça fait très très mal à la gauche déjà de manière générale, mais aussi à nos idées en fait. Je sais pas si j'ai Viviane, répondu à la question, mais mais voilà. en partie, t'inquiète pas. Viviane, Non, non, mais je trouve ça intéressant ce qui vient d'être dit. C'est vrai que il y a cette idée de l'écologie. Si on vote écologie et qu'on a du patrimoine, c'est-à-dire pour les populations les plus aisées, bah oui, ça peut-être ça va être gênant, ça va nous empêcher. Enfin, quoi que non, les idées de gauche. Je voulais rebondir sur ça, mais en fait, c'est marrant parce que nous, notre départ, moi, je suis dans l'Aude et ce département, c'est quasiment l'inverse. On est parmi les 3 départements les plus pauvres. Et en fait, il y a effectivement plusieurs activités dans le tourisme, la viticulture et d'autres choses. Mais finalement, il n'y a pas beaucoup enfin, il y a plutôt une grande disparité dans les revenus. Et en fait, il y a beaucoup de personnes âgées en fait qui viennent s'installer ici et dont le vote en fait est aussi plutôt d'après les études plutôt à droite parce que en fait ce qu'ils veulent c'est leur petit confort. Ils ont travaillé toute leur vie pour avoir une maison et ils veulent surtout pas que ça change. Et finalement, la droite ça a ce côté rassurant de quand on a du patrimoine, et ben c'est pas problématique finalement. Enfin, la droite va protéger les personnes qui ont du patrimoine versus la gauche, qui est plus dans la redistribution, ça veut dire plus d'impôts. Et puis alors les écolos, c'est encore pire parce que peut-être qu'on pourra pas rouler avec la voiture qu'on veut. Enfin voilà, c'est toutes ces questions-là. Donc, je pense qu'effectivement, c'est euh, c'est intéressant de voir comment, d'un point de vue géographique, ces votes, ils peuvent se répartir différemment. Et c'est vrai que ce vote écolo, je pense que, en tout cas, c'est à gauche, on continue de payer quand même la grande déception du mandat Hollande. Et en fait, il y a plein de gens qui s'en remettent pas et qui ne croient plus à cette vision du monde, qui sont pas rassurés par ça. Donc, je pense que il va falloir qu'on travaille pour essayer de faire, bah voilà, de faire en sorte qu'on soit à nouveau crédible et que ces idées-là, elles parlent à tous. Et pas seulement effectivement aux quarantenaires ou aux jeunes, mais effectivement à tous et en particulier à ceux qui votent. Juste si je peux aller plus loin aussi sur mon département, sur ma région, je vis dans un endroit qui est très agricole et ici c'est la filière du comté que vous connaissez sûrement Mmh. et quand on regarde les mairies autour, c'est en fait beaucoup de mères petits agriculteurs qui produisent leur lait puis qui le vendent à des coopératives et qui transforment en comté à la fin, enfin qui produisent du comté quoi au final et euh, et en parlant avec ces maires, hein, en discutant avec ces élus, des conseillers municipaux, je me rends compte aussi qu'il y a une conscience écolo. Ok, ils sont de droite, mais ils savent qu'il faut protéger la terre parce que c'est leur moyen en fait de gagner leur vie, de vivre et de faire vivre les gens. Et du coup, typiquement, mes parents, ils habitent dans une toute petite mairie qui s'appelle Mont-le-Bon, qui est vraiment de l'autre côté de la forêt, c'est la Suisse en fait, c'est vraiment à la frontière. Ici, même si les niveaux de vie sont plutôt bien, les politiques publiques menées par ces toutes petites communes, qui sont plutôt à droite, mais en vrai sans étiquette, sont en faveur en fait de la terre hein, et en faveur des bêtes qui vivent aussi avec nous sur cette terre et des produits qu'on mange à la fin en fait. Parce que s'il n'y a pas tout ça, s'il n'y a pas ce cadre de vie-là, les agriculteurs, ils savent que c'est foutu, qu'ils meurent. Hein. En parlant avec des agronomes aussi, on a remarqué en fait que la filière comté tendait à aller vers plutôt l'éco-responsabilité en planifiant la production, en évitant d'avoir des très très grosses fermes qui détruisent les toutes petites fermes à côté, pour au final qu'il y ait une main tendue entre vivre de la plus juste des manières et ne pas détruire la planète et ce qui nous environne en fait. C'est intéressant. C'est des choses enfin, en tout cas, sur notre territoire, on voit pas tellement. C'est-à-dire que
On voit réellement l'artificialisation des sols, y compris agricoles, une absence de justement de. Il y a évidemment des agriculteurs et des viticulteurs qui se transforment, qui évoluent, qui essayent d'aller vers du mieux, mais la réalité, c'est qu'ils ont très peu d'aide. Et ça, c'est un peu la faute de l'Europe. Peut-être qu'on en reparlera. Mais en fait, pour se transformer, ils ont très peu d'aide au niveau économique, très peu d'aide au niveau technique, parce que même quand on veut évoluer, en fait, il y a plein de pratiques qui sont pas connus des agriculteurs, faut savoir. Alors, je sais pas si c'était le cas dans tous les départements, mais dans l'Aude, jusqu'à il y a 3 ans, c'est des vendeurs de produits phytosanitaires qui faisaient la formation des viticulteurs sur comment est-ce qu'il fallait cultiver les vignes à la chambre d'agriculture. Donc quand même, ça pose des questions sur la façon dont effectivement on a forgé ces pays, ces professions, et du coup, ça pose la question de comment est-ce qu'on accompagne les gens pour aller vers effectivement des choses plus vertueuses et plus intéressantes. Et après, ce que je trouve intéressant aussi, parce que nous, on est sur le littoral et on a commencé à faire une étude sur la submersion marine. Donc, on sait que le niveau de la mer va augmenter, qu'il va y avoir de plus en plus de tempêtes. Et comment on fait avec toutes les stations touristiques qui sont installées sur le littoral. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que donc il y a eu plein de réunions avec plein d'élus pour essayer de réfléchir à ces questions-là. Et en fait, de façon théorique, il pouvait y avoir des choses intéressantes de dites, mais quand on arrivait sur, par exemple, tel ou tel village et que l'élu et qu'on demandait donc à l'élu qui était responsable, le maire ou le premier adjoint qui était responsable de cette commune-là, qu'est-ce qu'il comptait mettre en œuvre pour pouvoir essayer de se préparer à cette immersion marine. En fait, il y a une sorte de dissonance cognitive qui se mettait en place, comme s'il y avait une résistance, fait que l'élu, tout d'un coup, il se contredisait en disant mais chez nous, il n'y aura pas de problème, je connais le territoire depuis longtemps, depuis toujours, ça ne pourra pas bouger, ne vous inquiétez pas, on ne mettra rien en œuvre. Et ça paraît fou. Et c'est pour ça que je pense je pense que effectivement les choses changent, mais pour moi elles changent pas assez vite. Et en tout cas sur pas mal d'élus, il y a un vrai problème de comment est-ce qu'on fait concrètement sur mon territoire. Et sur les mairies de droite, moi ce que je vois en tout cas plutôt chez nous, c'est que on est vraiment très très en retard et de plus en plus en retard. Et il n'y a pas de prise de conscience, ou alors c'est des prises de conscience que je qualifierais de greenwashing complète, quoi. Oui, ça c'est très intéressant ce que tu dis parce qu'on a le sentiment que le greenwashing c'est uniquement pour les entreprises, les grands groupes, le 440, etc., etc., dans un esprit de communication et un petit peu comme la RSE, c'est-à-dire qu'on essaie de se donner une certaine image, mais le greenwashing c'est aussi dans certaines communes et c'est aussi dans certaines politiques publiques. Ah oui, clairement, clairement. Ahmed, j'aimerais qu'on revienne quelques instants sur ce que tu disais. Spécificité territoriale. Est-ce que tu sens aussi qu'il y a peut-être des conflits entre régions ou entre départements par rapport à l'écologie, ou c'est devenu un petit peu un totem politique et de communication encore une fois? C'est facile en fait de faire de l'écologie quand le département ou la mairie, le département, la région a plus de moyens que d'autres. Enfin, typiquement, au tout début de l'émission, je parlais de Mayotte où il y a où on a de l'eau au robinet un jour sur trois et elle est impropre à la consommation. Et enfin, tout ça pour dire que Mayotte, c'est pas un département d'outre-mer qui est le plus riche de France. Et là-bas, les gens baignent dans la pauvreté. Et surtout, les collectivités territoriales sont aussi pauvres. Et j'avais vu, mais il faudra vérifier, j'avais vu que pour améliorer les vraies infrastructures en eau, l'Europe avait proposé 38 millions d'euros pour Mayotte, exprès et exclusivement pour Mayotte, mais au final, la France n'en a distribué que 4,5 millions. Et ça, c'est ridicule. Et en fait, c'est tout le débat autour des concentrations et décentralisation française. Mais si on veut décentraliser au mieux, déconcentrer au mieux les services qui profitent à l'écologie,
il faut qu'en plus de cette déconcentration et décentralisation, il y ait des moyens qui suivent. Et on peut pas en fait on peut pas tout attendre de l'État parce que l'État ne fait pas. Et au final, on se retrouve dans des situations de greenwashing politique où on dit ah bah regardez, j'ai planté tant d'arbres, et de l'autre côté on dit ah bah regardez, j'ai fait une ZFE. Et au final, c'est le peuple qui en pâtit, et vraiment. Mm. Et c'est même, moi j'irais plus loin parce qu'il y a eu plein tous les plans de soi-disant en faveur de la transition écologique actuellement qui ont été mis en place dans les collectivités. Elles ont servi quasiment exclusivement à financer des projets qui étaient déjà dans les tuyaux, qui n'étaient pas du tout des projets écolos. On a mis un petit vernis vert et voir qui était mis en œuvre. Enfin, c'était la transition des grandes entreprises. En fait, il n'y avait pas besoin de l'État pour le faire. Et en fait, le pire, c'est que de l'argent, il y en a. C'est simplement qu'effectivement, il n'est pas correctement dirigé parce qu'il n'y a pas une volonté réelle de contraindre cette dépense. Et du coup, bah, les gens, ils font ce qu'ils savent faire et ce qu'ils font depuis longtemps. Et simplement, ils vont dire, ils vont mettre transition écologique ici et là, et ça passe. Et en fait, nous, enfin, que ce soit dans l'agglomération, parce que je suis élue dans une agglomération ou au conseil municipal, on passe notre temps à dénoncer ça. Mais ça change pas. Et du coup, c'est parce que c'est pas pris comme quelque chose qu'il faut réellement faire. C'est pris comme un acte politique. Donc, tant qu'il n'y a pas cette volonté, on va dire, globale d'attraper cette problématique, on n'en sortira pas, quoi. Mais c'est ça qui est fou, c'est que l'argent, il y en a. Ça, par contre, maintenant, je le vois passer, il y en a. J'aimerais que tu nous parles quelques instants, parce que c'est intéressant de savoir qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut agir, faire de la pédagogie, de la communication, mobiliser au niveau local, voire ultra local. On y reviendra en toute fin d'épisode, on parlera des quartiers, qu'est-ce qu'il est possible de faire à l'échelle des quartiers. Mais j'aimerais que tu nous parles de cet institut éco-citoyen de l'Aude, qui est une déclinaison de ce qui a été fait déjà ailleurs, hein, c'est ça ? Oui, à Fos-sur-Mer. En fait, Fos-sur-Mer, c'est une ville portuaire qui est à côté de Marseille et qui est très très industrialisée et donc c'est vraiment un quartier extrêmement pourvu en usines et donc en pollution. Et en fait, il y a je sais plus exactement la date, mais je crois que c'était en 2010 à peu près, il y a eu le projet d'installer l'incinérateur de Marseille à Fos-sur-Mer. Et du coup, il y a eu un mouvement citoyen extrêmement important et vif en disant non mais en fait, on n'est pas la poubelle de Marseille, on veut pas encore d'une source de pollution, c'est absolument insoutenable. Et donc il y a eu un mouvement et donc les politiques ont réagi en disant mais comment est-ce qu'on peut répondre à cette problématique, parce que incinérateur ou pas, en fait on a quand même effectivement des sources de pollution multiples et on ne sait pas exactement ce que ça donne au niveau sanitaire. Et du coup ils ont créé, et c'est la ville et la métropole à l'époque qui avaient financé à hauteur de 600 000 euros par an, donc c'est quand même pas un petit investissement, en fait une association indépendante qui s'appelle l'Institut éco-citoyen de Fos-sur-Mer pour la connaissance des pollutions même, je crois. Et en fait le principe de ces associations, c'est de dire on va laisser aux citoyens la possibilité de poser de poser les questions sur les pollutions qu'il y a autour d'eux, et puis on va payer des chercheurs, ou en tout cas on va faire travailler des chercheurs pour pouvoir répondre à leurs questions. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est que non seulement ils ont fait ça, mais ils ont mis en place une sorte de gouvernance partagée, dans lequel on va retrouver, dans l'équivalent du bureau, on va retrouver des politiques, les associatifs, donc des gens justement qui avaient l'habitude de se taper dessus, les acteurs économiques, donc c'est-à-dire les propriétaires des usines qui produisaient les pollutions, les citoyens, et les scientifiques, qui qui existent à part égale finalement dans cette gouvernance, et qui en fait pour pouvoir prendre des décisions, sont obligés de discuter. Il n'y a pas de prise de pouvoir possible de l'un ou l'autre des pôles, on va dire des rapports, enfin de ces groupes de pression. Et ce qui est intéressant, c'est que ça a forcé le consensus, ça a forcé la discussion, ça a forcé la prise, on va dire, une sorte de dynamique constructive. Et là où on était dans quelque chose de très conflictuel,
on est passé sur quelque chose qui tout d'un coup a été en capacité de pouvoir mener des études, d'aller répondre aux questions des gens, petites ou grandes, de mener des projets d'ampleur. Et donc c'est quelque chose qui était très inspirant parce que par exemple sur notre territoire, on a donc à Narbonne la porte d'entrée de l'uranium en Europe quand même, avec à 800 mètres des premières habitations des bassins qui sont contaminés en matière radioactive et qui s'évaporent quand même. On a Salsigne qui est un des lieux les plus pollués d'Europe. Une ancienne mine. Donc qui est juste à côté de une ancienne mine d'or, mais qui a servi en fait de décharge dans les années 90. C'était un problème il y a eu pas mal de corruption et pas mal de dépôts de produits chimiques, donc énormément pollué. Il y a eu une étude qui a été menée par des associations il y a quelques années qui ont analysé les cheveux en fait des enfants qui vivaient dans ces zones-là, et on trouvait pour certains 24 composés cancérigènes, dont la moitié hautement cancérigènes. Et en fait, typiquement sur ces deux exemples, mais il y en a plein d'autres parce que effectivement il y a de l'agriculture, donc ça veut dire énormément de problématiques de questions liées aux produits phytosanitaires. Il y a plein d'autres types de pollution possibles. Et en fait, il y a eu quand même des questionnements des citoyens qui n'avaient pas reçu de réponse au niveau étatique, parce que le nucléaire, malgré tout, on pourra dire ce qu'on voudra, c'est quand même l'État, et que c'est pas c'est pas un milieu transparent sur lequel on a des réponses faciles. Et sur Salsigne, en fait, c'est une mine d'or qui a fermé, qui a été récupérée par le BRGM, qui est une agence d'État en fait, et qui gère ça avec beaucoup d'opacité là encore. Même s'il y a des choses qui sont faites, ça répond pas aux questions des gens. Et d'où l'idée de se dire on va monter un institut éco-citoyen chez nous dans l'Aude pour pouvoir répondre aux questions des citoyens, qui sont est-ce que la pollution d'urano a un impact sur ma santé, qui sont est-ce que si je vis à Salsigne et que je fais des carottes, est-ce que je risque de tomber malade ou pas, est-ce que si jamais je suis contaminée avec des produits cancérigènes, est-ce qu'il y a un moyen de me dépolluer. Il y a plein de types de questions, et l'idée ça va être vraiment de permettre en fait aux citoyens de poser leurs questions, de choisir l'ordre dans lequel on va répondre à ces questions, et puis de travailler avec les élus, les acteurs économiques, donc les usines, mais aussi les associations et les scientifiques et les citoyens, pour pouvoir mettre en place des protocoles participatifs qui permettront de répondre à ces questions-là. Donc c'est une aventure qui a démarré il y a plusieurs années. On a déposé les statuts en juin et on va lancer, là on travaille encore un petit peu sur la gouvernance et on lancera les premières études, je pense, dans le courant de l'année prochaine. Et ce qui est intéressant à savoir, c'est que donc nous on est en train de naître à Rouen. Donc là où il y a eu la catastrophe de Lubrizol, il y a des citoyens qui sont mis en devoir aussi de créer leurs instituts éco-citoyens. Il y en a un à Lyon. Toute la problématique des PFAS vient de cet institut, en tout cas a été est mis en place au travers de cet institut éco-citoyen. Donc c'est en train de fleurir un peu partout, hein, c'est ça que tu nous expliques, sur tout le territoire national. Il y en a 5. Exactement, il y en a 5 qui sont aujourd'hui nés. Il y a Sainte-Pazanne avec les problématiques des cancers pédiatriques. Donc en fait il y a surtout Chamonix là qui va naître en octobre autour de la vallée de l'Arve, mais c'est plutôt la problématique du trafic du transport et de la façon dont ça impacte la qualité de l'air, et donc ça impacte la santé des gens autour. Donc voilà, donc en fait c'est en train de fleurir un peu partout. C'est toujours des initiatives de citoyens ou d'élus ou de scientifiques, et en fait on va essayer de reproduire ce qui a fonctionné à Fos dans ces territoires pour réussir en fait à obtenir des réponses aux questions que les gens se posent par rapport aux pollutions. C'est très intéressant et à mon avis c'est quelque chose à suivre de très près, surtout si ça fleurit un petit peu partout sur le territoire. Cela créera un maillage d'action, de sensibilisation, d'écoute, et pour trouver des solutions. Il y a un sujet dont on n'a pas parlé, mais je vous laisserai la parole après si vous souhaitez en parler. Ce sont les territoires, les DOM-TOM, les territoires d'outre-mer, et notamment à Mayotte. Il y a une grosse manifestation qui a eu lieu, je crois, hier, concernant des coupures d'eau presque quotidiennes. Il y a un vrai problème par rapport à l'eau, et c'est vrai que du point de vue de la métropole, ça nous semble lointain, alors que c'est notre territoire aussi. Ahmed, j'aimerais qu'on parle, parce que je crois savoir, si je suis bien informé, que tu fais partie d'un think tank, et j'aimerais bien que tu nous en parles. Avenir éco-socialiste, on a parlé d'éco-socialisme tout à l'heure, un think tank, un laboratoire d'idées au sein du Parti socialiste et de la NUPES pour réfléchir à des idées progressistes et éco-socialistes. C'est bien ça ? Exactement.
Dis-moi ce que tu veux savoir et je te répondrai. Je veux tout savoir. Non, quelle est votre idée? Vous vous êtes réunis entre jeunes, entre personnes sensibles à cette question-là au sein du Parti Socialiste, au sein de la NUPES aussi. La NUPES vous sert justement de pouvoir discuter entre personnes de sensibilités différentes pour trouver des solutions, pour réfléchir à des solutions pragmatiques et progressistes, de progrès sur cette question-là. Comment ça fonctionne? Bon, alors moi je vous ai parlé de la philosophie écosocialiste et il s'avère en fait qu'il y en a beaucoup qui prêchaient pour l'écosocialisme au sein du Parti socialiste, mais pas que, aussi ailleurs. Et c'est ce que tu disais, Viviane, tout à l'heure. T'avais dit en m'écoutant que j'aurais pu être chez les écolos ou dans d'autres partis de gauche. Et en fait, dans Elle l'idée, essaye de c'est te ça. débaucher. Je reviendrai à la charge un peu plus tard. Mais en tout cas, voilà, nous, on défend l'union de la gauche. On défend une maison commune. Peu importe le nom, ça peut être NUPES, ça peut être autre chose, hein, et où en fait les militants se retrouvent, réfléchissent ensemble et essayent de porter une voix pour un autre monde, pour un avenir meilleur. Et nous, on fait le pari que le socialisme du 21e siècle ne peut être que l'écosocialisme. Et derrière tout ça, eh ben, on mène nos propres actions. On essaye de se former. Typiquement, on était il y a pas longtemps dans la Loire, enfin il y a pas longtemps, c'est il y a quelques mois quand même, où on s'est retrouvés, on a essayé de faire une fresque sur l'urbanisme. Et du coup, moi, alors je n'ai jamais fait d'urbanisme, je ne savais pas du tout ce que c'était, et j'ai appris en fait les concepts de d'étalement urbain, de bétonisation des sols, d'artificialisation des sols, et tout ça en fait me permet en fait de construire ma pensée politique qui ne peut qu'être le chemin, le point de rencontre entre l'écologie politique et le socialisme. Et du coup, là, on est une petite centaine de militants, ça grandit, ça intéresse beaucoup de monde. Nous, ce qu'on veut, en fait, c'est de parler à bien plus loin que le Parti socialiste, aller à la rencontre des jeunes écolos, aller à la rencontre des jeunes insoumis, aller à la rencontre des jeunes communistes, et bien d'autres, des associations, des syndicats étudiants, des syndicats lycéens, parce qu'en fait, c'est tous ensemble que notre philosophie ne peut que aller de l'avant. Et au-delà de tout ça, c'est aussi laisser la parole à ceux qui ne font pas de politique tous les jours. On parlait des quartiers populaires, et pour nous, c'est ultra important que les gens qui ne sont pas dans des partis politiques puissent venir prendre la parole, s'exprimer et en sortir avec un doute, un questionnement ou une affirmation ou même un engagement. Et en tout cas, bon, je fais un peu ma pub pour Avenir écosocialiste, mais venez, et puis venez réfléchir, venez débattre. Et c'est très intéressant ce que tu disais, notamment sur la formation. Je te laisse la parole quelques instants et je la passerai à Viviane ensuite parce que je sais qu'elle a des enfants. Ce que tu disais sur la formation, important, essentiel. Est-ce que tu as trouvé pendant tes années d'études que tu étais formé, sensibilisé à la question écologique? Alors moi, j'ai étudié en droit, et là, je vais commencer un master 2 de sciences politiques. Et durant toutes mes années, je n'ai jamais eu un cours lié au droit de l'environnement ou à la sociologie politique, enfin à part les partis politiques, et là j'ai étudié ELV plus précisément, et ben j'ai jamais eu de cours à proprement parler sur l'écologie politique. Et ce qui est en fait une grande erreur. Et je sais qu'il y a beaucoup de syndicats étudiants qui se battent pour ça en fait, parce que c'est ce qu'on disait tout à l'heure. En gros, il y a un grand besoin de formation et de sensibilisation. Parce que si on est formé, si on est sensibilisé, demain on pourra se lever, se battre pour dire telle ou telle décision est injuste, telle ou telle décision ne favorise pas le climat, telle ou telle décision ne favorise pas la vie en communauté, la vie dans la cité, de manière la plus apaisée possible. Et moi je suis persuadé que cette formation et sensibilisation ne peut venir que de l'État à travers l'éducation, mais dès le plus jeune âge et dans toutes les filières possibles, notamment dans les filières technologiques et professionnelles et aussi générales évidemment, parce que un bon artisan demain, il doit savoir les problématiques liées autour de son métier et de l'environnement, ou un bon technicien pareil, ou un bon généraliste pareil. Et moi je pense que cette formation-là manque aujourd'hui et
on doit clairement aller plus loin. Donc ça veut dire que si, en dehors de ton engagement politique, tu n'avais pas fait l'engagement politique qui était le tien, tu ne serais absolument pas sensibilisé, éduqué, informé d'un autre point de vue que ta curiosité personnelle. En dehors de ça, En plus de il y a ça, rien. je viens d'un milieu où on parle pas écologie en fait. Je viens d'un milieu où les gens ils se lèvent le matin pour gagner sa croûte et puis ils reviennent tard le soir. Et et peut-être que c'est une volonté politique depuis tant d'années de dépolitiser des gens, surtout sur ces concepts-là. Et au final, on les laisse à ceux qui savent le plus, à ceux qui doivent décider au final. Et, euh, et vraiment, moi je pense que c'est un coup de chance en fait. De, de me politiser tout seul dans mon coin et puis d'arriver dans un parti politique par la suite. Hein. Mais il faut pas que ce coup de chance existe aujourd'hui. Il faut que ça soit normal. Il faut que peut-être les partis politiques, peut-être les institutions de manière générale favorisent la politisation du plus grand nombre pour qu'au final tout le monde puisse prendre en main euh, les euh, les euh, les problèmes politiques et on puisse en trouver des solutions. Parce qu'en fait, la politique, c'est dans les mains de tout le monde. La politique, c'est partout. Mais si on laisse ça à quelques-uns, au final, c'est la volonté de la majorité qui se retrouve lésée, en fait. Ce que tu disais avant juste de laisser la parole à Viviane, ce que tu disais sur les écoles et la formation, c'est très important, sachant qu'il y a pas mal de facs, pas mal d'écoles, y compris dans des petits quartiers populaires, donc cela permettrait de faire rayonner des informations, une sensibilisation à échelle nationale. Viviane, par rapport à cette question de l'éducation, de la transmission, de l'information, toi qui as des enfants en bas âge, comment tu perçois la chose? Oui, bah alors moi, j'irais même un peu plus loin. Moi, je pense que même sans parler d'écologie politique, qui est quand même une vision d'une société, et ça, c'est quelque chose, à mon avis, ça doit rester en dehors de l'école, malgré tout. En fait, il y a cette compréhension de la science et de comment, en tout cas sur la question du changement climatique, mais comme sur d'autres questions, on a connu, par exemple, le Covid. En fait, la façon dont les gens ont mal mécompris ou eu du mal à faire la part des choses sur cette question, par exemple, du vaccin, sur la question où ils en sont venus aux mains. Enfin, je veux dire, c'est aussi parce qu'il y a un moment, il faut qu'il y ait une sorte de compréhension commune de ce que c'est que la science. Quand on parle du GIEC, bah, qu'est-ce que c'est encore si je reviens sur le climat, qu'est-ce que c'est que le GIEC? Pourquoi est-ce que quand on voit sur un plateau télé une personne qui représente le GIEC et puis quelqu'un qui représente Total ou un astrophysicien qui connaît rien au climat, eh ben ces deux paroles ne sont pas équivalentes. Aujourd'hui, il y a énormément en fait au niveau des relations publiques, il y a énormément de stratégies nouvelles qui sont apparues pour faire passer des idées, bah voilà. Des idées qui intéressaient certains intérêts économiques. Il y a quelques années, je ne sais pas si vous vous souvenez, on a eu la problématique du trou d'ozone. En fait, il y a eu, des scientifiques ont annoncé le fait qu'il y avait qu'ils observaient un trou d'ozone, que c'était sans doute très problématique et que c'était causé par une molécule. Et de façon planétaire, en quelques années, on a réussi, même si aujourd'hui c'est pas si simple, mais on a réussi à se mettre d'accord sur le fait d'interdire cette molécule et on a permis, on va dire, à ce trou d'ozone de se résorber. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que quand, en fait, les lobbies sont beaucoup mieux organisés et en fait, ils ont une stratégie de fabrique du doute permanente qui fait que les gens ils savent plus en fait à quel sens se vouer. Ils entendent que c'est sûr, que c'est pas sûr, que c'est un problème ou que c'est pas un problème, qu'on va s'adapter ou qu'on va pas qu'on sera incapable de s'adapter. Et je pense qu'en fait il y a une vraie et c'est une stratégie de communication de lobby économique qui ont des intérêts clairs qui n'ont rien à voir avec l'intérêt général. Et je pense que pour contrer ça, oui, il faut de la science et il faut que les gens, que toute personne qui sort aujourd'hui de l'ENA, qui sort d'une école de journalisme, qui sort de n'importe quoi, ait une sorte de connaissance générale de comment interpréter et comprendre la science. Si on faisait ça, effectivement, on serait chacun un peu moins facile à duper et peut-être un peu plus conscient en fait de ces problématiques et qu'on soit de gauche ou de droite, finalement on aurait une capacité, une possibilité de penser individuellement par rapport à ces questions-là. Et je pense que
En fait, aujourd'hui, ça devrait être obligatoire. Les écoles de journalisme, aujourd'hui, la plupart, c'est des troncs généralistes, c'est des gens qui sortent de Sciences Po, Hippocagne, enfin voilà, et qui n'ont pas de compréhension, qui n'ont même pas une sensibilisation à la science, et ça empêche réellement à une information juste et équilibrée de se propager. Et ça empêche du coup de penser et de prendre des décisions qui vont dans le bon sens, quoi. Donc oui à une éducation, oui, qui dépasse la sensibilisation, parce qu'en fait aujourd'hui, juste pour finir, le, on mélange en fait justement l'éducation à la sensibilisation et à une sorte d'esprit colibri de chacun fait sa part et ça ira. Mais en fait, dans la légende des colibris, oui, les colibris, chacun amène sa petite pierre, enfin sa petite son petit pochon d'eau, mais ça suffit pas à éteindre l'incendie qui fait rage dans la forêt. Donc en fait, il faut bien que les gens comprennent que la problématique, c'est pas chacun fait sa part et puis on culpabilise chaque personne de pas faire complètement sa part. Non, le problème, c'est ce que disait Ahmed tout à l'heure, il est systémique. Il faut faire évoluer nos politiques publiques pour être en mesure de répondre efficacement à ces questions-là. Et je pense que si aujourd'hui l'écologie elle est si peu mise en avant, c'est que finalement il y a plein de gens qui comprennent pas grand-chose. C'est compliqué le climat. Un climato-sceptique, il lui faut 1 seconde 30 pour énumérer une phrase qui est fausse de A à Z. Il faut 3 heures pour pouvoir reprendre chacun des éléments et lui faire comprendre qu'en fait c'est faux. Et c'est ça la faiblesse de la science, c'est que en fait la science c'est quelque chose qui est quand même compliqué, pas forcément à raconter, mais si on dit une énormité en face, c'est pas facile de la contrer simplement. Et je pense qu'il faut, il faut effectivement réinjecter de la science dans l'éducation. C'est voilà pour résumer finalement ce long monologue. Je m'excuse. Merci, avec plaisir Viviane. Merci beaucoup. Avant de passer à la dernière question rituelle, pour vous demander quelle est à vous deux votre vision, votre définition de la camaraderie et qu'est-ce que c'est être camarade. Ahmed, est-ce que tu veux rajouter un mot? Parce que je sais que tu écris souvent sur les réseaux sociaux que tu es en lutte pour quelque chose. Est-ce que tu es en lutte pour l'écologie? Un but pour l'écologie, tu dis? En lutte, pardon, en lutte. Alors, moi, si, moi, j'arrive au Parti socialiste avec un rêve, c'est de sortir du capitalisme. Et je suis persuadé, parce qu'on a abattu la monarchie, parce qu'on a abattu le nazisme, qu'un jour on sortira du capitalisme. Et, euh, C'est un bel idéal. et c'est un bel idéal, c'est un idéal que j'aimerais qu'on porte tous ensemble à gauche, hein. et, euh, et c'est un idéal qui est faisable, on a déjà réussi à mettre des coups de poing au capitalisme, comme par exemple toutes les victoires sociales, toutes les victoires syndicales, tout ça c'est des coups de poing contre le capitalisme. Moi je pense que si on veut un avenir résilient, il faut en sortir et dessiner une nouvelle forme de société. Et moi, je fais le pari du socialisme. Tu fais le lien, on peut faire le lien entre écologie et les effets du capitalisme? Eh ben, si aujourd'hui on court derrière la croissance, si on court derrière le PIB, ça c'est l'effet majeur du capitalisme. Si aujourd'hui on pense que détruire un champ qui gorgeait de vie pour construire un entrepôt Amazon, même s'il est bas carbone, eh ben ça, je suis désolé, mais ça c'est un effet du capitalisme. Je dis pas que le socialisme c'est forcément un avenir vert, parce que on a vu des socialismes qui sont ultra productivistes, qui sont dans la consommation de masse, et je pense que même nous, à l'intérieur de notre parti, de nos partis à gauche, faut qu'on se pose les questions de la croissance. Je suis pas un grand défenseur de la décroissance, il y en a des meilleurs que moi, mais je sais que dans certaines économies, il faudra décroître, dans d'autres, il faudra croître, dans d'autres, il faudra rester comme on est. Et en tout cas, l'objectif, c'est l'avenir résilient. Et l'avenir résilient, c'est écolo, mais c'est aussi démocratique. Merci Ahmed de cette prise de parole engagée. Je te laisse encore la parole une dernière fois. Quelle est pour toi ta définition, ta vision de la camaraderie? Alors pour moi, la camaraderie, c'est plus loin que mon parti socialiste, le parti socialiste justement. Pour moi, la camaraderie, c'est avec ceux avec qui j'ai envie de militer, que quand je les retrouve, j'ai le grand sourire. Ceux qui ne jugent pas de notre origine, de ce qu'on a dans la poche, de comment on parle, de comment on est habillé. C'est ceux avec qui on se sent bien. Et
Bon, j'espère que les militants jeunes socialistes du Doubs se sentent bien avec moi, mais en tout cas, pour moi, il y a que des camarades autour de moi, et au-delà même des jeunes socialistes, à gauche surtout. Merci Viviane d'avoir été présente dans ce 5e épisode du podcast Camarades, et je renouvelle à vous deux l'invitation pour venir sur un autre épisode pour parler écologie, pour parler vie chère, lutte contre la pauvreté, taxation des riches et autres sujets qui seront développés dans les prochains épisodes du podcast Camarades. Viviane, la parole est à toi une dernière fois. Quelle est pour toi ta définition, ta vision de la camaraderie ? Alors c'est marrant parce que quand j'ai lu ce mot, j'ai pensé effectivement à un vieux mot, un mot qui dit justement l'espérance qu'avaient été justement des mouvements comme le communisme, effectivement après comme le socialisme, mais un mot qu'il faudrait effectivement qui inspire la solidarité, la joie. Pour moi, c'est quelque chose qui est très lié effectivement au militantisme, mais je pense que c'est un mot je crois que les mots sont importants et je crois qu'il faut pas avoir peur de sortir de l'image qu'on se fait de cette gauche et de reproduire et de réutiliser en permanence des vocables qui peut-être en fait devraient être renouvelés. Donc moi ça m'a inspiré, en fait ça m'inspire l'école, ça m'inspire le militantisme, mais je sais pas si aujourd'hui c'est un mot qu'il faudrait encore utiliser quand on parle de politique. Voilà, c'était un peu ce que ça m'a inspiré en le regardant. Il faut respecter chacun, ce que chacun ressent et comment chacun voit ce mot. Merci beaucoup d'avoir participé à ce 5e épisode. Camarades, le podcast. Premier podcast avec des débats et des discussions entre camarades de toute la gauche.